Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. On est ravis, comme chaque année, de venir vous présenter nos livres de rentrée littéraire. Donc, pour l'archipel, on a 2 auteurs, voilà, sur lesquels on compte vraiment et sont nos coups de cœur. Donc, moi, je vais vous présenter celui de Vincent. J'étais déjà venue vous en parler l'an dernier. Et Jean-Daniel vous parlera de l'ouvrage de Cécile. Donc, nous allons commencer avec celui de Vincent. Voilà. Vous voyez, référent. Je ne savais pas comment m'habiller ce matin. Finalement, je me suis dit, je vais faire quelque chose comme la couverture, qu'on aime beaucoup. Donc on revient avec ce nouveau roman de Vincent Delarue qui s'intitule L'idole. Donc je vais vous dire un petit peu déjà comment ça commence. On est dans les années 88. Nous sommes à l'Olympia et nous sommes particulièrement dans une loge de l'Olympia où se morfond Séraphine, qui est une grande diva. Séraphine, elle est vraiment, c'est justement l'idole, donc, qui va être l'héroïne de ce roman. Et elle se morfond parce qu'elle n'a pas vraiment envie de rentrer sur scène ce soir-là. C'est une énième présentation. Alors, la gloire, ça fait des années qu'elle l'a, et elle se sent un peu lasse autour d'elle. Son mari s'est suicidé 2 ans avant, une de ses meilleures amies, Dalida, a mis fin à ses jours et elle n'a pas du tout envie d'y aller. Mais son impresario, Bernard, rentre dans la loge et son impresario a une gouaille parisienne, et il la bouscule un peu et lui, il n'entend pas du tout cette oreille. Il dit, mais enfin, Séraphine, tu es mon poussin œuf d'or, mon idole des jaunes, puisque vous l'aurez compris, la couleur référente de ce roman est le jaune, ça a une importance capitale. Et il lui dit, non, c'est moi qui décide, je t'ai faite, tu vas donc monter sur scène et tu vas la faire cette représentation. Et il s'en va en claquant la porte. Et là, Séraphine se dit, après tout, c'est moi la diva, et comme toutes les grandes divas, je vais choisir l'heure de ma sortie de scène de la vie. Et elle s'arme d'une bouteille d'alcool et de cachet. Et elle s'effondre au sol. Voilà, ce sont les premières pages. Elle ouvre les yeux et elle se retrouve attachée à un sofa, seule dans une cave sombre et lugubre, et arrive un personnage plutôt inquiétant du nom de Salvatore. Et Salvatore va se présenter à elle comme son plus grand admirateur et va un peu lui demander des comptes. Je m'arrête là pour la scène d'introduction et surtout, j'avais envie pour cette présentation que Vincent nous raconte, enfin, surtout à vous parce que je suis un peu au courant, pourquoi le choix des idoles finalement, pourquoi cette thématique, pourquoi s'attaquer à ce grand sujet ? Alors, j'avais effectivement à cœur de traiter le sujet des idoles et du fanatisme qui va souvent avec. Il me semble qu'on s'en rend tous coupables un jour ou l'autre de nos vies. Qui parmi nous n'a jamais admiré d'écrivains, d'artistes de manière générale, de chanteurs, d'actrices, qui n'a jamais admiré personne? Non, je pense que le fanatisme, ou du moins l'admiration, fait partie intégrante de nos vies. En tout cas, elle fait partie de la mienne. Et j'ai besoin de contempler, j'ai besoin de lever les yeux vers mon panthéon, vers ce que j'estime être plus haut que moi, ce que j'estime beaucoup. Et par exemple, si Séraphine, mon personnage, s'afflige de la mort de son amie Dalida 1 an plus tôt, c'est pas pour rien, c'est que je voue un culte phénoménal à Dalida, une adoration indestructible, et on évoque rarement Dalida sans mentionner sa triste fin, qui malgré tout a figé son mythe. Et ça m'interroge. Que seraient Dalida, Amy Winehouse, Marilyn Monroe et tant d'autres si ils ou elles n'avaient pas fini de la façon dont ils ont fini? Je crois qu'il y a chez nous, qui sommes tous un peu voyeurs d'une certaine façon, une fascination pour le drame, et c'est ce que je choisis un petit peu d'explorer dans l'idole. Donc ces 2 choses, la misère enrobée de gloire et notre appétit pour le drame. Donc dans l'idole, on découvre la femme sous la déesse, Séraphine, une fois qu'elle est enlevée par cet admirateur un peu fou, elle se retrouve à 6 pieds sous terre dans une cave, elle qui a l'habitude de capter tous les regards par milliers depuis les plus grandes scènes du monde, elle n'existe plus que dans le regard d'un seul homme. Donc que reste-t-il de l'idole une fois retirée du monde? Et question inverse, que reste-t-il de l'admirateur une fois qu'il a l'idole sous les yeux, en sa possession? Est-ce que finalement on n'admire pas que ce qui nous est inaccessible?
Donc, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi en épigraphe de l'idole une phrase de Flaubert. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. Je crois en effet que c'est toujours dangereux de se confronter à la réalité et de toucher à son idole ou à ses idoles, à ses certitudes en tout cas. Et donc pour ce livre, tu as choisi une forme très particulière. Donc l'introduction est assez narrative, mais on va très vite arriver sur une forme très dialoguée. Et c'est ce qui permet, à mon sens, justement, ces allers-retours entre le fanatisme ou la personne qu'on est vraiment, la confrontation des idées, la confrontation de ce qu'on est nous-mêmes, sans jugement. C'est ça que j'ai vraiment aimé. Voilà, ça va être vraiment des allers-retours entre ces deux personnages. C'est pas moi, en tout cas, ça m'avait fait vraiment penser à deux textes de ta marraine littéraire, Amélie Nothomb. Voilà, tu as quand même beaucoup de chance d'avoir cette caution. Ça m'avait fait beaucoup penser à L'hygiène de l'assassin ou Catilinaire, voilà, où on a cette réflexion qui est amenée, mais par cette forme très dynamique du dialogue. Et dans tous les textes de Vincent, il y a quelque chose de très travaillé sur tous les univers aussi et sur toutes les significations. On va avoir le livre en 7 étapes qui ne sont pas loin de faire penser aux 7 jours de la création donc, divine. Et c'est un petit peu ça, peut-être les 7 jours pour notre Séraphine, de savoir comment elle veut se construire, non pas en tant qu'idole, mais en tant que personne. Et on a choisi une couverture lumineuse parce que, voilà, je ne sais pas, pour certains qui avaient lu le livre de l'an dernier, c'était un peu plus noir. On allait chercher un peu la psychologie, la bassesse humaine. Là, on est vraiment plus sur une histoire de rédemption avec cette femme avec le regard levé vers le ciel qui cherche aussi sa propre vérité. Une reconversion en fait, une reconversion d'idole à femme, c'est ouais, ça. Voilà. Et donc c'est un texte plein d'espoir quand même. Voilà, c'est un texte que donc Amélie avait beaucoup aimé puisqu'elle a signé quelques mots, à l'air vivant, plein d'esprit. On espère que quand vous le lirez, vous penserez la même chose. C'est un petit ouvrage, voilà, moins de 200 pages, donc c'est assez rapide, ça va vite. Et voilà, on espère que, en tout cas, ça va vous plaire. On sait que certains d'entre vous soutiennent beaucoup Vincent et on tenait à ce moment-là vous remercier aussi de ce soutien, parce qu'on avait vraiment besoin de vous. Ça, je sais que tu tiens beaucoup. On voulait vous lire un petit extrait. On n'a pas trop le temps, mais cela dit, on pourra vous le dire à la pause. Voilà, si ça vous intéresse, on peut vous faire ça. Voilà. On le jouera même. C'est un gros engagement, mais on pourra essayer. Voilà, et c'est pour ça qu'on va laisser maintenant la place à Jean-Daniel et Cécile pour vous parler du second roman de rentrée littéraire chez l'Archipel. Oui, moi j'ai prévu que 5 minutes. C'était 5 minutes normalement, alors je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'espère vous convaincre en 5 minutes. Alors, troisième roman également pour Cécile Chabot. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2021, elle nous a donné un récit prof où elle racontait son quotidien de professeur dans un lycée du 15e arrondissement. Collège. Et c'était une suite de petites scénettes très bien troussées qui racontaient à merveille son quotidien de prof. Et là, c'est son troisième roman. Et pour ce troisième roman, c'est peut-être l'anti-idole, hein, c'est le contraire d'une idole, c'est une héroïne inconnue. Alors, si vous regardez le bandeau autour de ce roman, vous lisez 1914, 10 000 médecins sur le front, une seule femme. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait eu qu'un seul médecin femme sur le front en 1914? Oui, alors c'est donc l'histoire vraie de Nicole Girard-Mangin qui a été mobilisée sur le front à la suite d'une faute d'orthographe. Voilà, et donc c'est la seule médecin française sur le front de 14. Et c'est naturellement l'histoire d'une pionnière, d'une féministe, une vraie. C'est l'histoire d'une femme qui à la fois a accompli des choses absolument extraordinaires parce qu'elle est spécialiste des maladies contagieuses. Elle a aussi contribué à la fondation de la Ligue contre le cancer. Donc c'est vraiment une femme qui a fait des choses absolument admirables. Et donc là, je vais, à partir de maintenant, 1, 2, 3, me mobiliser pour lui offrir la postérité qu'elle mérite. Et à côté de ça, il y a une deuxième trame qui montre également ces failles de femmes. Voilà, parce qu'on a beau montrer qu'on est très forte, qu'on accomplit de grandes choses, on n'en est pas. Enfin, on peut être aussi, certainement souvent d'ailleurs, très fragile. Donc je pense que c'est un livre
excusez-moi, je tremble. Vous m'impressionnez beaucoup plus que ma classe. Donc, je disais que c'est un livre qui, je pense, plaira à ceux qui s'intéressent à la Grande Guerre, à la guerre de 14-18 et à ses acteurs. Mais c'est aussi un livre qui touchera, excusez-moi, je vais genrer, hein, donc on va dire c'est un livre pour les garçons qui aiment la guerre, mais c'est aussi un livre de femmes. C'est vraiment un portrait de femme qui a ses fêlures. Voilà. C'est une femme qui a été trompée et cette douleur de l'adultère dont on ne parle pas souvent, on parle de la douleur de la résilience, du viol, etc. On ne parle pas souvent de la douleur de l'adultère et c'est un angle d'attaque que j'ai voulu explorer et j'espère y avoir réussi. Voilà. On peut dire que c'est un livre aussi qui est construit en flashback puisque Nicole Mangin a une vie courte et le livre part de la fin de sa vie, elle revient sur les moments extrêmement forts de son existence, et notamment cette première scène assez incroyable où elle arrive et elle voit un médecin homme qui n'arrive pas à croire qu'une femme puisse être médecin. Et c'est une scène hallucinante pour nous, lecteurs de 2024. Les listes de l'assistance publique avaient marqué Gérard Mangin, donc ils s'attendaient à voir Gérard Mangin débarquer à Bourbonne. Et en définitive, voilà Nicole Girard Mangin, toute petite, toute blondinette, qui arrive et qui se présente comme médecin. Et naturellement, le médecin lui dit écoutez, merci, mais au revoir. Et elle est courageuse, elle est pugnace, et elle va devoir lutter contre la misogynie de l'époque, qui était évidemment bien plus ancrée qu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment une féministe avec un grand F. C'est vraiment une femme que j'ai à cœur de réhabiliter. Voilà. Donc il y a une grande partie romancée, naturellement, mais il y a aussi une grande partie documentée. J'ai rencontré sa famille et qui m'a donné accès à la correspondance, à son intimité, à ce qu'elle était. Et j'espère qu'elle saura vous toucher autant qu'elle m'a touchée. Il y a des passages dans le livre aussi qui sont extrêmement poignants, où il y a des scènes de guerre. Cécile parvient à raconter l'abominable guerre qui a été 14-18, les massacres, les explosions. On a l'impression de se retrouver propulsé dans un film. Bravo pour cette capacité à faire ressentir au lecteur la réalité de ce qu'a été sa vie quotidienne. C'est vrai que je suis un peu... j'espère être l'héritière des grands naturalistes. Je me documente beaucoup, c'est mon vice. Déjà, dans Indigne, j'avais beaucoup travaillé sur les camps. Là, ça a été la guerre de 14. Voilà, je fais beaucoup de projets mémoriels avec mes élèves et je travaille énormément dans la restitution d'atmosphère et j'essaie de le faire le plus justement possible. Voilà. Merci à tous et très bon après-midi.